fonctionnaires, et les fonctionnaires sont sous contrôle de l'Agora, et du coup ma question c'est comment vous faites pour faire en sorte que les fonctionnaires soient réellement sous contrôle? Alors, les fonctionnaires... L'article 69, les membres de l'équipe gouvernante sont révocables à tout moment et assignables en justice pour de justes motifs, c'est ça, non? Oui. Les fonctionnaires, c'est qu'on appelle ça les gouverneurs. Alors, les fonctionnaires, il y a une équipe, ce que nous appelons l'équipe nationale, qui est élue par le peuple. Donc ce sont des dirigeants d'entreprise, l'entreprise France, soit ils vont diriger la sidérurgie, soit ils vont diriger la médecine. Hein, bon, secteur. C'est des entreprises publiques de fait là. Des entreprises publiques. Hein, donc, il y aura encore des entreprises privées, enfin je commence à... Tout à fait. Je digresse un peu. Mais... Oui. D'accord. Oui. Donc dans le service public, hein, on a un grand secteur qui est un secteur marchand, et qui est géré de façon publique, et un secteur gratuit. Bon. On a une équipe qui participe aux élections, qui candidate, qui concourt aux élections tous les 4 ans, qui propose sur un scrutin de liste hein, un gouverneur général, national, et puis le gouverneur de la sidérurgie, le gouverneur de la métallurgie, le gouverneur de la construction automobile, secteur marchand, le gouverneur de la médecine, de la santé, le gouverneur des transports urbains, secteur public, gratuit, de la police, de la justice, des armées, etc. Bon. Ces gens-là sont donc élus sur un programme qu'ils présentent eux-mêmes en disant voilà ce que nous prévoyons de faire comme chiffre d'affaires pour la sidérurgie, voilà ce que nous prévoyons de faire comme marge, autant de masse budgétaire qui va aller alimenter le fonctionnement du secteur gratuit, et voilà ce que nous allons nous attribuer comme rémunération. Donc les choses sont extrêmement transparentes, ils vont être élus là-dessus. Et c'est bien ça la politique. La politique, ça devient un contrat qu'on passe avec le peuple en disant, voilà, on a telle ou telle boutique à faire tourner, ces boutiques sont faites pour produire des services, mais aussi pour alimenter des secteurs publics utiles à la collectivité. Voilà ce que nous, en tant que personnage physique, tête de pipe, on va prendre comme rémunération, comme revenu, on va dire, hein, puisque là on n'est plus dans l'histoire de salaire, il faut trouver des mots différents, revenu va très bien, et donc le peuple va les élire là-dessus, et après, leur boulot, ce sera exactement comme un chef d'entreprise qui fait un budget prévisionnel, et puis ensuite qui essaye de rentrer dans les finances budget prévisionnel. C'est les agoras, donc c'est l'article 73 en fait peut révoquer les personnes voilà, alors, en tant que les élus, les élus, en tout cas les mandataires du service public gratuit, s'ils estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur. Voilà, s'il y a un problème avec tel ou tel gouverneur, le peuple peut le demander. Sur la question tu m'as pas répondu sur comment est-ce qu'il y a une planification de la production ouais. Ou est-ce que c'est qu'un marché qui gère tout? Oui. Alors, on a le marché libre, marché où il n'y a absolument aucune planification. Par contre, pour ce qui concerne le secteur public marchand, puisqu'on parle de production, oui, il y a une planification. Alors, moi, j'appellerai pas ça planification, mais il y a une programmation. À savoir que tous les 4 ans, les équipes directoriales qui vont concourir pour obtenir le droit à la gestion du secteur public marchand vont proposer des orientations. La programmation ou planification,
c'est bon, un mot vide de sens si on ne le relie pas aux besoins de la société. Les besoins tels qu'on les produit nous, ça va être des besoins de gestion de la raréfaction, à la fois en ressources énergétiques et en ressources minérales. Et donc, les gestionnaires du secteur productif étatique, collectif, devront montrer ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils proposent de faire, avec une offre déclinante en ressources naturelles de tous ordres. Parallèlement à ça, donc ça c'est la contrainte basse. La contrainte hausse, c'est tout en proposant des prix de vente corrects aux citoyens, de dégager quand même des marges suffisantes pour fournir les ressources financières nécessaires au secteur public et pouvoir réaliser des prestations acceptables. Bon, voilà, donc l'enjeu politique, l'enjeu politique, c'est plus de faire des discours ou de pondre une loi parce qu'un lobby pousse, c'est de dire, bon voilà, on a toujours un peu moins de fer, d'oxyde de cuivre, de pétrole, de charbon. Bon, on va quand même faire ça, on va dégager telle marge, avec ça, voilà le budget des hôpitaux. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura donc une part de marché et une part de planification sur tout ce qui est ressources non renouvelables, par exemple. Voilà, alors effectivement, ce secteur public marchand, il est construit sur les industries, il est fondé sur les industries qui à forte empreinte écologique. Donc c'est bon, de toute façon, la protection sociale doit être financée par des excédents. Depuis les révolutions du XVIIIe siècle et la mise en place progressive de l'État-providence et donc des services gratuits aux citoyens, ça a été financé par les excédents du secteur primaire, du secteur secondaire, développement du tertiaire. Ça ne s'est pas fait comme ça par un coup de baguette magique, ça s'est fait avec la création d'excédents sur les deux premiers secteurs. Donc là on va enclencher la marche arrière, c'est-à-dire qu'on va avoir une réduction de cette marge, et donc une difficulté de plus en plus grande pour assurer quand même les services publics gratuits, et tout l'enjeu de la politique, ça va être de gérer au mieux cette marge. Parce que moi je pense qu'une façon justement de laisser de la liberté au système, c'est justement de pas de décider il y aura des secteurs publics, des secteurs privés, mais qu'en fait, à quel moment une entreprise devient publique ou privée, c'est en fonction de sa taille. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que quand une entreprise privée devient trop grande en taille, elle acquiert une puissance politique extrêmement importante, justement en termes de lobbying, de pression. Et donc à ce moment-là, elle doit devenir publique et démocratisée. Et c'est plus ça l'enjeu. Et finalement, c'est plutôt la taille de l'entreprise que le secteur, à mon avis, qui doit être l'enjeu du passage en public ou au privé. Les entreprises ne vont plus pouvoir grossir. Là, il faut changer de lunettes pour regarder les boîtes de production maintenant. Il faudra. Les entreprises ne vont plus pouvoir grossir de façon exponentielle comme elles grossissent avec le système capitaliste, le système de création monétaire, le système de la personne morale, etc. Bon, donc ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement on peut imaginer que des entreprises du secteur privé. Alors, quand on parle d'entreprise, là aussi, il faut revoir un peu notre vocabulaire. Ce sont des individus. Ce sont des individus ou des groupes, des associations libres d'individus. Mais ceci dit, un individu tout seul, d'ailleurs, peut contracter avec une multitude d'autres prestataires, je dirais, sur un plan d'égalité, mais ça ressemblerait un petit peu à une entreprise en nom propre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette entreprise, donc, si tant est qu'il y ait une configuration du chef d'entreprise qui se reproduit à l'identique, c'est-à-dire quelqu'un qui veut grossir, encore une fois,
Je pense que ça ne passera pas, mais bon, je veux bien entrer dans cette hypothèse d'école. Nous avons dit que si une entreprise du secteur privé venait concurrencer une entreprise du secteur public, donc sur son terrain, et que, de par le fait de ces concurrences, il soit avéré, soit constaté que les recettes, donc la marge, donc le financement du secteur public, allait diminuer à cause de cette concurrence du secteur privé, il y aurait nationalisation, collectivisation de cette entreprise. Donc, l'entrepreneur individuel, avec sa troupe de sous-traitants, serait toujours, il aurait bien conscience qu'il a un seuil à ne pas dépasser, sinon il risque la collectivisation. Bon, il peut y aller, il peut peut-être vouloir être collectivisé, bon, il sera collectivisé. Bon, le pronostic le plus probable, c'est que les entreprises du secteur privé qui s'attaqueront au domaine public marchand, ce qui est peu crédible. Ce qui est peu crédible parce que le domaine public marchand, le secteur public marchand, c'est un secteur de grosse industrie. Par exemple ? De grosse métallurgie, sidérurgie, construction navale, construction aéronautique, construction automobile, pétrochimie, etc. Bon, pourquoi limiter ça au public et pas laisser du privé dedans, comme c'est aujourd'hui par exemple? Alors, nous disons que ce secteur n'est pas monopolistique. Ça veut dire qu'on va nationaliser pour faire simple, toute la métallurgie, toute la pétrochimie, toute l'industrie. Bon. Après, s'il y a un petit carrossier qui veut se mettre à fabriquer des voitures et concurrencer l'usine nationale de fabrication d'automobiles née de la collectivisation de Renault, Peugeot, Citroën, etc., ce sera a priori autorisé, ce sera au départ autorisé, sauf si se met à vendre des automobiles à un niveau tel que le secteur public va constater une diminution importante de ses marges. S'ils vont moins cher, ça veut dire que le prix du public était trop cher, c'est tout. Alors les prix du public seront forcément ce qu'ils seront, parce qu'il faut financer le secteur gratuit. Il faut bien comprendre que le consommateur, lorsqu'il achètera un bien ou un produit du secteur public marchand, il achètera à la fois... Comme donc une voiture par exemple? Comment? Par exemple une voiture? Comme une voiture. Il saura qu'il achète un objet à un certain prix, mais il saura qu'il finance aussi les hôpitaux. Et donc, il peut très bien dire, oh là là, mais attendez, elle est beaucoup trop chère cette voiture. Ok, bon, on va descendre le prix, mais on ne pourra plus financer les hôpitaux. Bon, c'est une responsabilisation nouvelle qui n'existe absolument pas aujourd'hui. Ça existe à l'impôt aujourd'hui. À travers l'impôt et les cotisations et les taxes. Ah non, mais c'est une responsabilisation à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'individu, il cherche à payer le moins d'impôts possible sans avoir conscience de la réaction de cause à effet immédiate entre le fait qu'il va payer moins d'impôts et le fait qu'il va être moins bien traité dans les services publics, pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de service public. Il n'y a pas de service public. La médecine, c'est pas public. C'est privé et c'est remboursé. Dans votre système? Non, mais dans le système actuel. Il y a les deux, il y a du secteur public et un secteur privé. Non, mais j'ai dit pour deux raisons. Actuellement, il voit pas le lien. Il voit pas le lien parce que le service public gratuit n'existe pas, il n'y en a pas. Et que l'impôt, il a pour objet la redistribution et le financement de toute la cuisine électorale et le paiement de la dette, et pas du tout le financement de services publics gratuits. Quels sont les services publics gratuits? Il n'y en a pas. Donc, les gens il y a des secteurs de la santé ou au niveau de la pharmacie par exemple, on achète des choses. C'est rien du tout. Mais les médecins, quand on va voir le médecin, c'est gratuit. Non. Alors, il faut bien mettre les choses au point.
on est dans un système libéral. Aujourd'hui, je parle. Oui, aujourd'hui, on est dans un système libéral. Et ensuite, il y a des remboursements avec l'assurance. Ça n'a rien à voir. Non, parce que si on va à l'hôpital public ou même voir un médecin, on ne paye pas. Oui, alors ça, c'est l'hôpital public, c'est 1%. Hein, puisqu'on a sur... la prise en charge médicale, c'est 250 milliards. Hein, et le budget central de l'État de la santé, ça doit être 3 ou 4 milliards. Donc, il y a une prise en charge gratuite qui est extrêmement limitée. Hein. Oui, mais elle existe quand même. Non, alors, après, je dirais qu'elle est négligeable.